Bonjour à tous, c'est Will Temer. Je suis à la Paris Blockchain Summit ce 18 octobre. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Asher. Si vous ne le connaissez pas et que vous venez débarquer dans la cryptosphère, Asher, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Alors, je fais des vidéos comme toi sur YouTube. Okay. J'ai passé les 130 000 abonnés. Ah ouais, quand même. Gros palier, on essaye de continuer à accélérer. Du contenu qu'en français, pour le coup, je m'adresse vraiment à la communauté francophone. Okay. Autour de la blockchain, des investissements blockchain, Okay. des différents projets, principalement aussi de la crypto-monnaie. Et j'essaye de décortiquer un peu tous les termes complexes. Et je parle également d'investissement sur la technologie un peu plus largement qu'uniquement sur la blockchain. Ok. Et généralement, je remarque que tu fais souvent des vidéos sur des use cases, comme on peut dire, donc des vidéos sur de la blockchain, mais qui ont un intérêt, car c'est quelque chose qu'on peut utiliser. C'est ça. Alors j'essaye vraiment de revenir au pain point. En gros, à quoi votre projet sert? Votre crypto-monnaie, c'est bien. Votre blockchain est intéressante, mais est-ce qu'elle est utile? Voilà. J'essaye de revenir à ça. Et je bosse beaucoup en partenariat avec des projets. Des fois, c'est du sponsoring. Des fois, je bosse carrément et je fais partie des équipes. Okay. Et j'essaye de trouver les plus grosses pépites blockchain avant qu'elles explosent. Car si la blockchain arrive un jour, là où j'espère franchement qu'elle va arriver, c'est maintenant qu'on peut s'engager dans les projets et les découvrir, quoi. Exactement. Je trouve que déjà c'est un bon point de vue, un bon point de départ par rapport à tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie. On a connu 2017 avec l'envolée de toutes ces cryptos, tous ces scams qui nous ont vendu du rêve et au final c'était que du papier. C'est vrai, et il y en a eu. Justement, comme tu as comme de l'influence, 130 000 abonnés comme tu as dit, je trouve que c'est bien de justement montrer qu'il y a des use cases et que ça sert à quelque chose la blockchain. On essaye le plus possible. Après, on le sait très bien, la technologie va demander du temps. Il y a plein de projets qui vont avoir besoin de temps pour arriver à maturité. Donc on sait qu'il y a des projets qui ont besoin de 3-4 ans avant de sortir un produit fini. Après, moi aussi, ça m'a un peu dégoûté en 2017 de voir que des projets qui étaient sur le papier. Mais en attendant, on a vu qu'il y en a qui ont survécu. Et pendant cette chute-là, il y a plein de gens qui ont déserté, plein de youtubeurs aussi, si tu remarques bien. Dès qu'il n'y avait plus d'argent, c'était plus intéressant. Et de fil en aiguille, on se rend compte qu'il y en a qui sont toujours présents. Il y en a qui, quand le Bitcoin était tout en bas, étaient en train de pleurer avec les autres. Voilà, et c'est ça le plus important. Je crois que j'en fais partie un petit peu. Tu es aussi connu pour une petite levée de fonds que tu as fait grâce à ta communauté. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment super chouette de la part d'une communauté. Tu as créé Just Mining. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, un peu la création, comment ça s'est passé et aussi que fait Just Mining? Alors, pour faire très simple, ma communauté m'avait demandé c'est quoi un mineur. J'ai commencé à essayer d'en faire un, j'ai galéré au début. C'est plus celui avec son chapeau et sa pioche. C'est ça, mais vraiment, j'ai essayé, j'ai fait le mineur de crypto-monnaie, c'est un mineur d'Ether que j'ai fait en GPU. Et les gars m'ont dit, ouais, c'est compliqué, même avec tes explications, on a du mal quand on est vraiment débutant. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde, c'est pas évident. Et moi qui connaissais un peu la blockchain, mais qui ne connaissait pas du tout le hardware, le software à l'époque, j'ai trouvé ça compliqué. Il y a un abonné qui m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas des mineurs qu'on a juste à brancher chez soi? Électricité, internet et tu démarres. Et les abonnés ont commencé à se faire leur idée que j'allais le faire, j'avais pas mon mot à dire, c'était devenu une idée de groupe, ça allait se faire. Du coup, j'en parle à mon frère qui est beaucoup plus tech que moi. Et mon frère me dit, écoute, c'est réalisable. Si toi, tu arrives à le vendre, moi, je peux le produire. Et du coup, il m'a dit, va voir des banques, essaye de trouver du financement. Plus de 10 banques qui me disent non. Déjà que j'étais pas bien vieux, je le suis toujours pas, mais imagine à l'époque, c'était il y a 3 ans. Et puis bon, on a lancé sur notre site internet, on a fait un site, franchement, il était suffisamment moche. Aujourd'hui, j'aurais pas mis ma carte bleue dessus, vraiment. Non, mais je suis honnête, j'aurais pas mis ma carte bleue sur mon site. T'étais quand même en HTTPS, tu me rassures. Oui, je crois. Oui, normalement tout était, c'était bien chiffré de bout en bout. Mais bon, du coup, on a lancé le truc. Au début, il me fallait 10 000, 15 000 euros pour me lancer, et on a fait un peu plus de 100 000 euros en une dizaine de jours. Ouais, ça a vraiment été très vite, ça a été colossal. Moi, je me souviens, je regardais après un jour, t'étais déjà presque, ou un jour et demi, t'étais déjà presque à 30 000 euros. Ouais, c'était costaud, je l'avais pas vu venir. Et donc là, maintenant, il fallait livrer. Bon, on a tout eu. T'arriveras pas à lancer, les gens financeront pas. T'as financé, mais tu livreras pas. Tu livreras, mais peut-être pas à temps. Ce sera pas rentable longtemps. C'est rentable et tout, oui, mais ça durera pas. 1 an après, les cryptos s'effondrent, on te l'avait dit. Ouais. C'est un petit peu le syndrome de l'Europe, où on met tout le temps des bâtons dans les roues. C'est ça. C'est un peu plus français qu'européen quand même. Oui, on en a parlé, ouais, c'est vrai. Même... Par contre, la mentalité est dure. Il y a des Américains qui sont venus qui ont dit « Waouh, ce que tu as fait, c'est génial !» Je dis « Ah bon ?» Parce que moi, je regarde leurs chiffres, ils sont 10 fois plus gros que moi. Ils font « Non, mais tu l'as fait depuis la France. Respect, parce qu'on voit personne !» D'ailleurs, tu es allé à Las Vegas, si je me souviens bien. On a fait Vegas pour le CES. Voilà, c'est un salon technologique du consommateur. Le salon. Et puis bon, c'est ça, ouais, le salon au niveau techno. Après, c'est vrai que c'était pas assez développé blockchain et je développe beaucoup plus de leads, de rencontres et de contacts quand je vais à New York pour Consensus ou à n'importe quel salon blockchain en réalité
qu'au CES. Au CES, c'est bien, mais on touche le mass market. Et on touche des gens qu'il faut éduquer, des gens qu'il faut former. C'est vrai qu'en plus, on a été en anglais. Heureusement, j'avais 2 de mes collègues que j'ai rencontrés quand j'étais aux États-Unis pour faire mes études qui m'ont backé, qui sont venus. Et globalement, expliquer à quelqu'un ce que je faisais, c'est faisable en anglais. Un mec qui veut vraiment mettre un gros volume financier, avec mon anglais, c'était encore un peu dur à l'époque. Et donc, c'était intéressant d'avoir une personne complètement. Et puis, il y avait mon frère de l'autre côté, avec sa propre boîte. Et du coup, dès qu'on avait un gros enjeu, on se réunissait tous les deux et on essayait de transformer au mieux possible. Je vais peut-être me tromper, ton frère ça va par rapport à de l'intelligence artificielle et du linguistique? Tout à fait, lui en fait il est dans la voix, sa boîte s'appelle Vivoca, voilà, et ce qu'ils font c'est déjà de la voix sur mesure. Ton Google Home c'est bien pour mettre un minuteur et pour fermer tes volets. Si tu es le patron d'Airbus et que tu configures des moteurs pour des A380, eh bien si tu veux un Google Home sur mesure, il va falloir le développer, parce que sinon il va comprendre aucune de tes questions. Ça c'est le boulot de mon frangin. Et puis après ils ont des cellules de R&D, ils extraient les sentiments de la voix. Tu rentres chez toi avec une bouteille de chardonnay sous le bras, avec quelqu'un et tu veux mettre de la musique, tu ne veux pas la même musique et la même lumière que si tu rentres d'une séance de sport. Eh bien c'est pareil, ils étudient tout ça et ils bossent ensuite avec beaucoup de boîtes parce que dans la voix il y a plein, tu sais le mot pour réveiller la machine, le speech to text, quand tu transformes la voix en texte, etc., etc. Et ils travaillent sur tous les blocs et ils bossent avec des grands groupes et il a une longueur d'avance encore sur moi. Ça doit être intéressant. Moi ça m'intéresse. Quand j'ai lu en tout cas, je me suis dit, ah, il y a quelque chose. On passera nous voir un jour, on te fera, dans la journée, là on va réunir toutes nos boîtes et une quarantaine de personnes dans un gros bâtiment et le jour où on est installé c'est ça. Et là tu viendras et je te fais visiter tout. Avec plaisir. Alors aussi après Just Mining qui a quand même un franc succès, est-ce que tu as des petites news croustillantes? Alors pour Just Mining, on est en train de s'ouvrir beaucoup. C'est-à-dire que là, j'ai voulu m'ouvrir à l'international et les gros clients internationaux que j'ai trouvés n'étaient pas intéressés par mes produits. C'est-à-dire qu'ils étaient plus intéressés sur des masternodes. Mes masternodes, ils voulaient mettre des petits volumes, quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros, mais pour rentrer sur un gros volume, les gens veulent beaucoup d'ASIC. Le minage par GPU n'intéresse pas grand monde, en tout cas pas beaucoup de mineurs industriels. Il y a des gens qui veulent avoir 1 ou 2 mineurs, le GPU ça les intéresse bien. Le mec qui a une ferme immense, qui a un gros apport en électrique, il s'en fout de la conso. Voilà, il veut de l'ASIC. Et du coup, je me suis mis à avoir des premiers partenariats avec des revendeurs d'ASIC et on commence à acheminer du Bitmain. Là sur 2 mois, on a commencé à vendre de l'ASIC sur 2 mois, on est en train de monter une ferme à Abu Dhabi. On a une autre qui va peut-être se faire, on a un gros client à Kinshasa qui voudrait peut-être développer une 2e ferme et moi ce que j'aimerais c'est vraiment en installer une aux États-Unis et pour l'instant on n'a pas encore de clients. Après on se développe dans pas mal de structures. Moi j'avais Smartcoin qui a démarré même avant Just Mining. Qui est devenu Coindesk, si je me trompe pas. Deskcoin, pardon. En fait, j'avais vraiment plus le temps de m'en occuper. Et il y a un de mes associés de Just Mining qui a dit écoute, si tu me donnes une part du capital et si je peux incarner la structure, c'est moi qui reprends tout. Et là, ça s'est bien développé. Il y a eu le deal avec Global POS. Ouais, avec Easy Wallet. C'est ça. C'était génial. Ils ont fait un truc énorme. C'est un entrepreneur du monde traditionnel qui a découvert la techno blockchain et qui a dit on peut tout changer là. Là, on peut vraiment prendre un coup d'avance. Et le mec, il s'est battu. Il a vraiment développé plein de choses. Il nous a contactés alors qu'à la base, on ne savait même pas ce qu'il allait avoir besoin. Et il nous a dit, est-ce que vous êtes capable de changer du Bitcoin en euros, des euros en Bitcoin? Et il a fait ça avec une autre structure aussi qui fait du change. Et du coup, il y a une pool de structures dont la nôtre, Deskcoin, qui change les euros en Bitcoin, les Bitcoins en euros en quelque sorte, pour les grandes surfaces et les partenaires qui vont accepter la solution. Ça c'est génial pour la masse adoption déjà. Ouais. Je trouve que moi je fais partie de la grande distribution. Sincèrement, si je pouvais avoir Bitcoin accepté de c'est génial. Je serais fier. Ah non mais là c'est vraiment. Franchement là je dis chapeau. Franchement parce que peu de gens le font. Pour le coup c'est vraiment Julien qui a tenu les rênes du truc et Global POS. Pour faire un deal comme ça, il fallait vraiment qu'il y ait une grosse structure qui se mette devant et qui prenne. Ils ont quand même pris un risque, parce qu'annoncer à tous leurs clients que du jour au lendemain, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au moment où il y a eu l'annonce, tout le monde a compris, oui, on pourra payer dès demain dans tous ces magasins en Bitcoin. Non, Global POS propose l'option. Ce qu'il a voulu faire cet entrepreneur, c'était on va se battre, on va développer, on va mettre du temps et de l'argent pour permettre à nos clients de l'accepter. Après, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, en tout cas, c'est une grosse avancée, je trouve. Très grosse, franchement. Déjà, surtout en Europe. Et puis à voir ce que ça va donner sur le temps, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de grosses marques. Il va y en avoir bientôt, il va y avoir des annonces. Et puis après, avoir les volumes qui vont se dégager derrière. Est-ce que ça intéresse ou pas? Là, on va vraiment pouvoir quantifier le marché français pour une fois. Déjà avec Kepler, leur solution qu'ils avaient sortie. C'est vrai, et qu'ils ont ressorti. Ils viennent de ressortir, exactement. Donc là, je pense vraiment, moi qui suis un crypto addict, si je peux payer avec mes bitcoins, même si beaucoup de gens vont me dire t'es fou de payer avec tes bitcoins, je le ferai. C'est vrai, et puis bon, même si tu as ton 2 points en plus, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais les frais, en fait, c'est tellement compliqué derrière, il y a tellement, même si on essaye de décentraliser, il reste de l'intermédiation, c'est un peu compliqué. Exactement. On a réussi à faire un truc faire alors que à la base, si on n'avait pas joué le jeu, si Global POS n'avait pas dit écoutez on va essayer de faire un truc faire, on aurait pu être sur du 5, 6, 7%. Mais c'est vraiment parce qu'on a tout réduit et que là on se rend compte que sur du paiement
de quelqu'un qui ne connaît pas du tout le système et qui va payer demain dans un magasin sur un point d'entrée. Je crois qu'on est à 1,9% il me semble sur le change aujourd'hui. Et le but c'est que normalement si ça se développe bien d'ici quelques années, on a réduit considérablement le prix et payer avec ces bitcoins, ça a la même simplicité que de payer avec les monnaies actuelles. Donc ça c'est vraiment génial, c'est un gros pas vers l'avant. La différence c'est que tu as ta propre banque. Et voilà, et ça change tout. Et surtout, c'est même pas de ta propre banque, c'est que personne ne peut dire non. Personne non. Voilà. C'est ça, c'est dans un logiciel, c'est dans un algorithme et je me remets à un esprit. Tout ce qui est cartésien et tout ce qui est mathématique. Exactement, et pas à quelqu'un qui parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il n'a pas ton visage, parce que tu ne lui reviens pas, il va pouvoir lui prendre une décision personnelle. Ou parce qu'il a besoin de liquidité et qu'il ne veut pas que tu reprennes les tiennes. Il y en a tellement des bonnes raisons, mais on est d'accord. Et c'est la valeur de base de la blockchain quand même. Exactement, voilà, le tiers de confiance, on s'en passe. Et ça c'est génial. Et voilà, exactement. Maintenant il faudra toujours des oracles pour bien sûr mettre des données dans la blockchain. Comme les gens ils disent, ouais mais il y a toujours quand même un tiers de confiance qui, oui, on ne peut pas d'un coup tout décentraliser. Il faut que quelqu'un soit aussi assermenté. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent du notaire, oui les notaires vont disparaître. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça va sûrement évoluer. Va certainement lui entrer les données dans la blockchain d'office. Maintenant, quand il y aura une transaction de personne à personne pour un bien, à ce moment-là, ça sera différent. Mais la première utilisation, le premier entrée dans la blockchain, je pense que ça devrait forcément être quelqu'un d'assermenté. J'ai un sujet qui plaît pas tout le temps aux gens, mais tout le monde dit ouais, blockchain, bitcoin, on va tout décentraliser. Je suis pas d'accord pour tout décentraliser. Pour moi, on doit y avoir un système décentralisé et on a un monde décentralisé. Et on va, quand on n'a pas confiance en l'un, équilibrer dans l'autre. C'est juste un plan A, plan B qui s'inverse. Quel est le plus intéressant? Mais avoir d'autres solutions. Je ne suis pas contre certains systèmes centralisés. Des fois, quand tu te fais voler de l'argent sur ton compte en banque, tu es content d'avoir quelqu'un au téléphone. Et rappeler pour les récupérer. Voilà. Bon, après, normalement, ça n'arrive pas sur Bitcoin. Mais la centralisation, des fois, ça n'a pas de mal. La décentralisation, ça a surtout répondu à une grosse problématique qu'on a eue en 2008 avec la finance. Beaucoup de capitaux, on n'a jamais su les retrouver. Donc moi, je suis pour quand même les systèmes financiers traditionnels, on va dire. Maintenant, régulés par de la blockchain. Si on avait la blockchain, on aurait pu savoir qui vraiment... on aurait pu mettre le doigt dessus. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui seraient un petit peu dans les soucis. Je pense qu'il y aurait quelques problèmes. Allez, ça c'est clair. Je vais encore te tenir pour une petite Il n'y a pas de souci, on a du temps. question. Voilà, en fait, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'influenceur, c'est deux mondes totalement différents. Alors, j'aurais voulu savoir si le fait d'être youtubeur est positif en tant qu'investisseur et est-ce qu'investisseur est positif en tant que youtubeur. Alors, c'est vrai qu'en fait, YouTube, à la base, c'était pour m'amuser. Je suis devenu entrepreneur à côté et c'est vraiment ça, le gros de mon activité, 95% de mon temps. YouTube, je le continue à côté. Après, YouTube est devenu tellement gros que quand je fais une bêtise sur YouTube ou quand ça ne plaît pas à ma communauté, je le ressens sur mes entreprises et vice-versa. Ce qui est un peu dommage. Alors c'est bien dans le sens où quand je cartonne sur YouTube, mes boîtes cartonnent aussi. Alors c'est un risque systémique mais qui va dans les deux sens. Dans le sens où quand ça va mal pour moi, ça peut aller mal pour mes boîtes et j'essaye de me désindexer parce qu'il faut bien comprendre que c'est quand même deux mondes vraiment différents. Mais c'est vrai aussi que, et je le dis clairement, quand ça se passe bien sur YouTube, j'ai des gens qui me contactent et je les redirige vers mes sociétés. Donc je ne peux pas dire, écoutez, j'ai pas envie quand il y a un problème sur YouTube de le payer dans mes entreprises. Par contre, je veux que quand ça se passe bien, j'en profite de l'autre côté. C'est pas juste. Mais en attendant, je voudrais vraiment qu'on scinde vraiment ces deux mondes-là. À la base, YouTube, c'est pour m'amuser. Je fais ce que j'aime. Pareil, tout comme je fais des contenus sponsorisés. Les gens ont un problème en France avec l'argent. Les gens n'aiment pas ce mot. Ou ça gêne. Et j'aime bien regarder les gens, leur rapport à l'argent, comment ils le voient. Quand j'étais gamin, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai tout de suite été dans un casino. J'adorais ça. Je m'asseyais au bar et je regardais les gens. Parce que tu sens des sentiments, ça dégage des choses. Comment les gens, est-ce que lui il vient parier l'argent de son mois? Est-ce que lui il a besoin parce que c'est l'addiction? Est-ce que lui il vient pour... Et j'adore ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre le rapport des gens à l'argent à chacun. Et c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est qu'on a des moyens de créer de la valeur en restant faire. Être faire, ça ne veut pas dire faire ça pour le plaisir. Non, c'est des heures de boulot, c'est un travail énorme. Mais c'est ça qui m'intéressait beaucoup au début. Et après, je me suis intéressé à ces différents mécanismes et en fait, ce que j'ai vu, ce qui me plaisait vraiment, c'était la confiance. Et l'argent, c'est pareil. Je me suis rendu compte que tout ce que j'aimais dans l'argent, c'était, en fait, quel que soit l'objet, le matériau, le papier, tu lui donnes juste de la confiance que tu as mis dedans. Et c'est là, je me suis dit, ok, je sais dans quoi je vais. Et quand j'ai trouvé la blockchain, la technologie qui incarnait la confiance, on est d'accord. C'était réglé. Et en faisant mes recherches, en fait, j'ai remarqué que une des premières monnaies, tu sais ce que c'était? C'était quoi? C'était des gros cailloux dans les îles en fait des Maoris. Et en fait, ils donnaient leur confiance à un gros caillou. Voilà. Donc tu vois, et tu te dis qu'en fait, nous, on donne notre confiance à un papier qui peut être brûlé, mais qu'on pourrait donner notre confiance à une crypto-monnaie, à la blockchain. Et c'est comme, tu as bien résumé la chose, la blockchain, c'est la confiance. Voilà, exactement. Je
te remercie Clairement. Owen. C'est moi qui te remercie. En tout cas, merci pour cette interview. J'espère qu'on travaillera encore une fois ensemble. Hein. Peut-être on Une verra bien. fois et bien d'autres, Et bien j'espère. En tout cas, on est sur. Enfin, c'est un monde qui grossit bien plus vite que nous deux. Ouais. même si on se met à grossir 5 fois plus vite. Avec le temps, hein, je t'avoue. Le temps Mais commence à être là. il y a de la place pour tout le monde. Et puis vraiment, si on peut se croiser encore, on avait déjà fait un petit live. Ah non, Non, c'est non, moi. C'est moi qui t'avais vu en live. C'est moi qui regardais ton live. Exactement. Et on devait faire un live ensemble, mais avec C'est Eda, on vrai. était à Florence. C'est vrai, c'est vrai. Et on a regardé le live que tu as fait chez Langue de Geek. Alors, on tourne, on essaye de voir un maximum de choses, essaye de couvrir aussi, puis si un jour on a un Mais c'est truc, ce que écoute, j'aimerais bien faire, avec en fait. plaisir. C'est En le tout but, cas, c'est créer une chaîne. je regarde tes vidéos. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Merci à toi, Owen. Merci beaucoup.